Donc bonjour à ceux que j'ai pas vus. On va commencer par quelque chose d'assez simple. On va parler d'Automator, surprise. Et dans la foulée, on va commencer donc par un module d'impression. Une petite introduction à Automator et comment on peut l'intégrer avec le système. On va ensuite faire un autre script Automator pour faire un call sur une API sur un serveur que je vous ai fourni dans le package qui sert à créer des tickets de support. Alors, regardez pas le code, c'est du code généré, c'est juste pour jouer avec. Et si on a le temps, parce que j'ai peur que ça soit un peu long, on fera peut-être jouer avec raccourci sur l'iPad. Ouais. Donc ça, c'est pour tout de suite. Donc, on va commencer par un module d'impression. Alors, un module d'impression, ils sont là. Quand vous faites print sur votre Mac, vous avez un petit bouton PDF en bas. Alors, la disposition du panneau de print, je pense que vous savez qu'il y en a deux. Celle-là, c'est la version large. Et vous avez ce menu avec tous les services que vous pouvez greffer dedans. Alors, soit il y en a qui sont fournis par les applications, soit il y en a que vous pouvez créer vous-même. Et on va donc faire une version qui est un processus qui va donc prendre le fichier PDF, le compresser, le chiffrer et le mettre dans le dossier téléchargement. Donc il vous faut votre Mac, il vous faut Automator, si vous ne l'avez pas viré. Et prenez un PDF, n'importe lequel, pour pouvoir jouer avec. Donc vous pouvez prendre le PDF du guide d'installation, ça fera l'affaire. On va commencer donc par faire le module. On va rajouter donc le module de base avec la compression du PDF. On va rajouter le chiffrement par derrière, avec l'action qui est fournie par Apple. On verra comment virer cette action et faire quelque chose qui soit vraiment automatique. Et on verra à la fin comment faire en sorte que le mot de passe de chiffrement ne soit pas dans le script. Parce que si vous allez pouvoir partager vos processus, et si vous mettez les mots de passe dans les processus, ce n'est pas la meilleure façon de faire. Donc on va créer le service. Première chose, lancer Automator. On va créer un processus en choisissant le bon type de processus. Donc, vous allez avoir cet écran. Alors, vous pouvez le faire en live, hein, amusez-vous. Et vous allez vous retrouver avec un processus vide. Alors, allons-y, faisons-le. Pouf. Automator. Voilà. Un module d'impression. Vous voyez qu'en haut, on a un petit bandeau qui vous dit que le processus il va récupérer des fichiers PDF. C'est normal, on fait un module d'impression, il ne gère que du PDF. Et comme on ne va pas faire print à chaque fois, je vais prendre un fichier quelconque. Alors on va prendre celui-là, ça fera l'affaire. Voilà. Ça va permettre de débugger plus facilement le script sans avoir à chaque fois s'amuser à aller faire print. Alors, j'ai déjà enregistré mon script, ça sera fait. Pouf. Alors, si je regarde où se trouve le script, il est dans mon dossier bibliothèque, dossier PDF service, et ensuite c'est là où vous avez tous les services qui vont se greffer sur votre flux d'impression. Ça va pas trop vite. Alors on va rajouter la compression d'image. Donc on va aller dans la bibliothèque, chercher une action, et on va la rajouter. Donc je vais te revenir un peu. Donc vous allez dans le champ de recherche, vous tapez compression, compresser, tapez pas tout, et vous faites glisser l'action compresser les images, ou alors vous faites un double clic. Et vous allez avoir ça. Donc en live, on fait compresser. Voilà. Et voilà, donc on a une action qui va compresser les images. On va choisir du JPEG. On va mettre en format. Allez, on va être un peu agressif. Alors, si déjà je lance le process, on voit que ça marche, ce qui est déjà pas mal. Et il a créé un fichier temporaire qui est donc une version comprimée de notre document. Yes. Maintenant, on va rajouter le chiffrement. Donc c'est facile. Apple fournit une action qui fait ça très bien. Donc on va chercher l'action chiffrée et on va la rajouter dans notre processus. Et on va se retrouver avec ce panneau avec un gros cadenas.
Donc là, allons-y, chiffrer. Là, on a notre action, et si je lance le process, ça marche, mais il ne m'a pas demandé de mot de passe. Donc là, il y a un bug. Alors comment ça marche? Il faut aller dans les options de l'action, parce que par défaut, les actions ne sont pas interactives, mais vous avez moyen de la rendre interactive à la demande. Donc vous allez dans les options, vous cochez la case afficher l'action si le processus est exécuté. Donc, on va un petit peu zoomer. Donc ici. Et attention, on ne va pas pouvoir automatiser la saisie du mot de passe. Alors ça, je vais le montrer assez facilement. Donc si je lance le processus, je mets un super mot de passe. C'est celui que j'utilise de partout. C'est pas vrai. Donc là, on a notre PDF qui est chiffré. Je peux l'ouvrir. Il me demande un mot de passe pour l'ouvrir. Donc là, j'ai mon PDF qui est lisible. Par contre, le mot de passe, il est dans le processus. Si je veux remplacer ça et être smart, l'accessibilité, Apple, c'est des champions. Je ne peux pas faire tab pour aller dans le deuxième champ. Merci, Apple. Donc je vais rajouter une variable. Est-ce qu'on peut faire des variables avec Automator? Je vais rajouter une variable texte. Les variables sont en bas dans le panneau du bas qu'on peut masquer. Et je vais essayer de le glisser dans le champ, puisqu'on peut faire ça en général. Et quand on fait ça, non, ça ne marche pas. C'est le drame. Donc des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Ça dépend des actions. Donc ça ne sert à rien. C'est dommage. Et donc il va falloir faire autrement. Alors comment on va faire? Alors j'ai un script qui est déjà tout prêt. On va faire ça tranquillement. Donc on va rajouter un script shell. On va regarder un petit peu. Et on va faire ça de façon interactive. Alors, on va virer cette action ici. Et on va rajouter... non, ça je suis dans les variables. On va rajouter une action shell. Voilà. Voilà, vous demandez pourquoi on va faire du shell, et surtout du bash pour compresser du PDF. Non, on ne va pas faire ça. Parce que pourquoi pas, mais non. Pas du tout. Non, on va faire du Python. Donc, parce que c'est le snippet que j'ai trouvé sur Internet, on va être honnête. On ne va pas se mentir, je n'ai pas codé ça non plus tout seul. Donc on va prendre du Python, dans la merveilleuse de Shell. Vous pouvez faire du CSH, vous pouvez faire pas mal de choses. Donc Python, et on va prendre les données en argument, pas dans le flux d'entrée. Parce que ça sera plus facile de les départager. Donc si j'exécute le process, là il ne fait rien. C'est du Python de base, le petit snippet qui est fourni par défaut. Il va juste afficher les fichiers qu'on lui passe. Si j'exécute tout ça, on a juste le fichier et il a juste imprimé le chemin du fichier. Maintenant, on va aller chercher... Qu'est-ce qu'on va passer à notre script? On va lui passer le mot de passe et les documents PDF. Donc on va avoir les mots de passe en premier pour la simple raison que si je veux passer plusieurs documents plus tard, au moins je sais que le premier, ça sera toujours le mot de passe. On va continuer comme ça. Donc je vais rajouter une variable mot de passe que je vais passer en entrée. Ensuite, je vais changer le nom, on va mettre en super mot de passe. On va rajouter ensuite une variable supplémentaire pour les documents PDF qu'on va définir un peu plus haut. Donc là, il suffit de changer les noms au fur et à mesure. Et on va passer tout ça au script. Alors, allons-y. Alors, variable. On va définir une variable et on le passe à la fin de la compression. Donc là, on va appeler ça document. J'adore l'accessibilité. On va passer le mot de passe. Donc là, évidemment, je ne peux pas. Donc on va passer une variable texte. Celle-là, on va la renommer en mot de passe. Hop.
passe, Toto. Donc là, on va passer le mot de passe, les documents. Les documents, on a défini la valeur ici. Donc notre script, elle va récupérer, on s'y attend, le mot de passe et les documents. Alors, si je le lance tel quel, c'est pas tout à fait comme ça que ça va se passer. Je vais avoir 2 fois mon document qui va se passer. C'est pas très visible. Ça se montre pas trop. Bon, l'idée, c'est qu'il va quand même falloir couper ici la récupération de la valeur de document. Donc on va désactiver le lien entre les 2 actions ici. Donc on va faire ignorer l'entrée. Et là, on perd le lien entre les 2 actions. Et ça permet de ne pas récupérer la valeur et de juste passer le mot de passe et les documents derrière. Donc là, je vais essayer de passer un peu plus vite. Donc, ça, c'est ce que je viens de faire. Maintenant, on va lui passer, avec ce script-là qui est dans le dossier d'exemple, vous allez pouvoir le copier à l'intérieur. Et on va pouvoir faire la première étape. Alors, c'est celui-ci. Texte edit. Bon, ça ne fait pas grand-chose, ça va juste afficher les fichiers. Hop. Donc là, on va essayer de résumer, un PDF en entrée. On compresse les documents avec la compression des images en JPEG. On récupère le résultat dans une variable, document. On définit un mot de passe. On récupère la valeur des documents. Et on passe tout ça à un script Perl, Python, qui va donc faire le taf. Si je l'exécute, je vais avoir un document. Je peux. Non, là, il ne veut pas me l'ouvrir. Ah, il l'a viré. C'est des fichiers temporaires, ça va vite. Donc, si je passe maintenant le deuxième script, qui lui va être un peu plus complet. Alors, il ne faut pas avoir peur, il y a du code pour compresser du PDF et tout, mais c'est juste de l'appel à du code natif. Donc, on peut à partir du Python, appeler du code Coco, ou Core graphique, ou whatever, pour faire à peu près n'importe quoi, et pour traiter des images et du PDF, c'est quand même une bonne technique. Donc là, normalement, on a un script complet. Je ne sais pas si c'est super visible, on peut retailler la taille des blocs d'action. Alors, ce n'est pas super facile, mais c'est possible. C'est surtout assez caché. Donc là, on a un script complet qui va récupérer les fichiers, encrypter le tout et renvoyer tout ça dans un fichier à la fin. Chiffré. Chiffré, oui. Je le dis des fois. Voilà. J'ai pas dit la Game Boy, tout va bien. Donc, gratuite. Totalement. Voilà. Donc là, on a un processus qui aura compressé le PDF et qui l'aura chiffré derrière. Alors par contre, si je veux l'ouvrir, j'aimerais bien. Ah, non, je ne peux pas. Il ne veut pas. On va passer ça. Alors, le problème, c'est qu'il va falloir maintenant virer ce mot de passe du processus. Donc pour ça, on va passer par un autre type de variables, qui sont les variables shell. Et les variables shell, c'est sympa. Ça permet de faire des choses exotiques, comme appeler un script shell et récupérer la valeur. Donc on va rajouter une variable shell, on va virer la variable mot de passe, parce qu'on ne va pas en avoir besoin. On va modifier ça, celle-là, on va l'appeler mot de passe. Et on va juste lui faire écho Toto. Donc qu'est-ce qu'elle fait, cette variable? Elle va exécuter la ligne de commande que je vais lui donner. Elle prend la sortie et c'est la valeur de la variable. Donc ça, c'est un bon moyen pour appeler un script et récupérer la valeur dans une variable pour l'utiliser dans votre processus. Donc là, on va essayer de dérouler le processus pas à pas. Donc vous avez le bouton étape, si vous avez un OS en français. Et donc le bouton étape, il vous permet d'exécuter action par action. Donc on va commencer, on récupère le document, on compresse, on définit la valeur. Alors, si j'étends résultat, on voit la sortie de chaque action.
je passe à la suite. Donc, je récupère le document. Alors là, c'était l'erreur. Normalement, c'est password. On va recommencer. Tac, tac. Voilà. Donc là, on a le mot de passe. Si je regarde en texte, on a bien le mot de passe que j'ai mis. Action suivante, les documents. Donc on a le mot de passe plus le document derrière. On passe ça au script. Le script va créer un nouveau PDF et c'est fini. Alors maintenant, il reste une dernière étape, c'est qu'on aimerait pouvoir accéder au fichier et le sortir du dossier temporaire où Automator le met. Donc on va, bon ça c'est pour la suite. Donc là, on va faire action. Alors, comment s'appelle cette merveilleuse action? Déplacer les éléments du Finder. Je ne peux pas. Tant que le processus s'exécute, vous ne pouvez pas le modifier. Donc il faut penser à l'arrêter. Voilà, et je vais le mettre sur le bureau, ça sera très bien. Vous pouvez le mettre dans le dossier que vous voulez, et là vous pouvez glisser des variables éventuellement si vous voulez. Donc là, si je déroule tout ça, normalement, magique, j'ai un document PDF sur le bureau, il est crypté, et je peux l'ouvrir. Et je crois que le mot de passe que j'ai mis, c'était Toto. Voilà. Donc on a un processus, mais le mot de passe est dedans. Donc étape suivante, on va utiliser notre variable shell pour utiliser le trousseau. Donc vous avez des exemples de les 3 fichiers shell dans le dossier de l'atelier. Le premier va créer le mot de passe dans le trousseau. Donc c'est pas très compliqué. J'ai cherché, visiblement on ne peut pas taper sur le trousseau iCloud avec cette commande. Non, le iCloud, non. On a accès à tous les trousseaux, sauf celui-là, je ne sais pas pourquoi. Si vous n'utilisez pas le trousseau, vous pouvez éventuellement essayer avec la ligne de commande OnePassword, parce qu'ils ont un outil en ligne de commande qui n'est pas finalisé, mais qui a l'air de fonctionner. Je ne suis pas allé creuser la question, mais vous pouvez utiliser éventuellement OnePassword pour la gestion des mots de passe. Donc vous utilisez cette ligne de commande pour entrer votre mot de passe dans le trousseau, et on a une autre commande qui va permettre de récupérer ce mot de passe. Alors on va essayer de faire ça. Hop. On va ouvrir un terminal. Où es-tu, terminal? Ah, j'ai trop d'écran, je suis perdu. Donc, allons-y. On va aller dans le dossier ici. Hop. Je suis feignant. Donc là, on a le script pour initialiser le trousseau. Rien de bien compliqué. Ah bah c'est bon, je l'avais déjà. Et si j'exécute la même commande pour récupérer le mot de passe, il me donne le mot de passe que j'avais configuré. Donc, je vais juste me contenter d'afficher cette commande. Je vais copier ça dans ma variable. Voilà. Donc je prends ma variable ici, je la modifie, et je colle ça à l'intérieur. Et maintenant, si j'exécute mon processus, il a utilisé le trousseau. Et donc là, si j'utilise, alors c'était secret. Non, raté. Qu'est-ce que j'avais mis comme mot de passe? Ouais, j'ai peut-être pris le mauvais là. J'ai pris celui qui l'a crypté avec... Oui, c'est celui avec Toto. Alors c'était plutôt celui-là. Hop. Et voilà. Donc ça, c'est celui que j'ai utilisé avec le trousseau. Voilà comment on peut à la fois intégrer le shell, soit sous forme d'action, soit pour récupérer des valeurs à partir d'un script. Et tout ça à partir d'un simple processus qu'on va pouvoir exécuter ici, s'il veut bien. Il me l'a ouvert où, lui? Voilà. Hop. Donc là, maintenant, je devrais avoir un nouveau processus.
si je le vois, il est là. Et donc là, à partir de là, il va exécuter le processus que je viens de créer et il crée à nouveau le même document ici. Alors, par contre, j'ai fait une erreur de débutant. C'est que j'ai fini mon processus, il fonctionne, j'ai pu le tester. Donc maintenant, l'action de fournir un fichier d'exemple, on peut le virer du haut. Parce que souvent, j'ai des gens qui me demandent « Ah, j'ai 2 fois mon truc, pourquoi ?» Parce que tu as déjà le truc en entrée, donc ce n'est pas la peine de dupliquer. Donc là, il suffit d'enlever l'action ici et ça devrait aller tout seul. Voilà pour le premier exemple avec Automator. Alors maintenant, on va passer à un peu plus compliqué, peut-être. Est-ce que tout le monde a eu le kit, a pu installer Docker ou Node.js et jouer avec? Le script est dans le dossier du premier atelier et c'est le deuxième exemple. Le premier, il fait juste l'affichage des fichiers et le deuxième, c'est le script complet. Donc là, vous avez tout dans le dossier. Alors, deuxième partie. Alors, pour la deuxième partie, on a 2 choses à faire en préparation. On va peut-être repartir sur les slides. Tac. Voilà. Dans la deuxième partie, là, on va avoir besoin d'un serveur pour pouvoir l'appeler avec une API REST. Donc, l'idée, c'est d'avoir un formulaire qu'on va présenter aux utilisateurs avec quelques champs. C'est très, très basique. Hein. Et à la fin du processus, le ticket est créé et pour l'utilisateur, on va lui faire un rappel dans son application rappel pour juste lui donner le numéro du ticket qu'il vient de créer pour qu'il ait son suivi de disponible. Alors, vous pouvez faire ça, là c'est avec un exemple Pipo, mais vous pouvez faire ça avec Jira ou n'importe quel outil qui fournit une API. En général, c'est souvent du REST, donc il n'y a pas de problème à faire ça. Donc pour mettre tout ça en place, qui a tout installé ou qui a eu des difficultés? Besoin d'aide? Non, face au Docker, le site ne répondait pas, mais avec Node, ça marchait. D'accord. Bon, bah avec Node, si c'est pas gênant. Enfin, l'un ou l'autre, c'est à votre préférence. Il n'y a pas de problème. Donc pour Docker, les instructions, c'était ça. Il fallait juste lancer l'image. Et pour Node.js, il y a juste à décompresser le zip du source et lancer npm start dessus. C'est assez basique. Alors, une fois que vous avez ça, normalement, vous pouvez taper sur le serveur et il y a la partie doc qui vous donne toutes les API du serveur. Donc, on va essayer de voir si on peut faire ça en live. Donc, ah oui, alors là, j'ai pas ça ici. On va faire un nouvel onglet. Et on va aller ici, serveur REST. Hop. Voilà. Donc, j'ai le source ici du serveur. Donc, je vais juste le dézipper. Hop. Hop. Ok. Quand c'est le serveur, bon, il va faire les installations qui vont bien. Et normalement, à la fin, ça devrait marcher. Si ça ne marche pas, j'irai sur Docker. Voilà, tout va bien. Donc à la fin, il m'indique... C'est peut-être un peu petit. Donc à la fin, il m'indique bien que le serveur il tourne sur mon localhost et qu'il écoute sur le port 3000 et que je peux aller regarder les docs ici. Donc on va prendre une fenêtre Safari. Alors, non, ça j'en veux pas. Et puis on va désactiver des choses. Voilà, ça non plus.
plus. Ça non plus, sinon on va avoir des parasites. Donc je vais sur l'URL de mon serveur. Normalement, si tout va bien, ça devrait être plus rapide. Ça devrait être beaucoup plus rapide. Voilà. Donc là, on a toutes les fonctions du serveur avec, pour récupérer un ticket par son identifiant, créer un ticket et avoir la liste des tickets. Et ce qui est pas trop mal si vous ne connaissez pas Swagger, c'est qu'à la fin, vous avez moyen de tester votre API. Donc, est-ce que je peux faire juste récupérer la liste des tickets? Je ne suis pas sûr d'en avoir. Voilà, vous faites try it out. Vous pouvez faire execute. Et là, normalement, il vous donne la liste des tickets qui sont disponibles. Et là, j'ai un problème, je n'ai pas d'autorisation. Parce que c'est sur ce serveur d'exemple, j'ai besoin de passer une authentification. Donc, j'ai une clé d'API à donner et c'est ABC123, super sécurité. Voilà. Ça, c'est juste pour vous illustrer un peu comment vous allez devoir taper en vrai sur un serveur. Donc là, maintenant, si je relance à nouveau la même requête, je récupère une liste donc, qui, pour l'instant, est vide, évidemment. Je n'ai pas du tout de réponse ici. Mais au moins, je sais que mon serveur fonctionne et que j'ai tout ce qu'il faut pour attaquer. Donc on va pouvoir créer notre ticket à partir de ça. Deuxième étape, c'est installer l'action Automator que j'ai préparée pour le formulaire. Donc l'action, elle est fournie dans le dossier aussi. Vous avez juste à double-cliquer dessus et ça va l'installer chez vous. Alors si je vais... non, pas celle-là. Alors si vous allez ici, dans le dossier, vous devriez avoir une action Form Ticket Action, celle-ci. Et si vous la lancez directement, il va l'installer et la déplacer dans votre dossier bibliothèque, dans le dossier des actions. Donc moi, je ne vais pas faire ça. Je vais plutôt l'installer à la main ici. Voilà. Donc là, c'est juste pour installer une copie. Donc là, il l'installe. Comme je l'ai déjà, il me dit que je la remplace. Et maintenant, j'ai une action dans Automator qui devrait être disponible. Donc si je fais un nouveau processus, et que si je cherche forme, j'ai mon action Form Ticket Action qui est super bien documentée, évidemment. Mais quand je la dépose dans mon processus, j'ai effectivement le formulaire que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, vous aurez le source de l'action. C'est vraiment quelques lignes de shell. Hein. Il n'y a pas grand-chose et c'est un peu d'interface builder pour faire la glue entre les propriétés et l'interface. Honnêtement, c'est à la portée de tout le monde de faire une action en shell pour Automator. Il n'y a vraiment pas de difficulté. Donc, vous avez installé l'action. Il va vous demander de confirmer. Il va l'installer. Et donc, les actions sont dans votre bibliothèque perso. Donc, on va créer maintenant le processus. Donc, processus vide. Vous rajoutez votre action Form Ticket. Vous avez l'interface que je viens de vous montrer. Et là, comme c'est un formulaire pour l'utilisateur, évidemment, là aussi, on va vouloir que ce soit interactif. Donc, il va falloir aller cocher la case magique. Et quand on va l'exécuter, on devrait avoir ça. Donc, on va faire exactement ça. On coche, on exécute. Magie, j'ai un formulaire. On s'en fout, on va taper n'importe quoi. Votre singe. Voilà. Et si je regarde le résultat de mon action, ben, j'ai du JSON avec les propriétés que j'ai rentrées dans mon formulaire, et c'est tout. Donc tout va bien, j'ai tout ce qu'il faut. Donc maintenant, on va aller sur le serveur pour lui donner cette ce fichier JSON et lui demander de créer quelque chose. Alors, comment faire ça? Donc, on va récupérer déjà le JSON, on va le mettre dans une variable pour s'en servir plus tard. Donc là, on va créer une variable. On va faire ça maintenant. Donc, même technique, hein, on prend l'action définir la valeur de la variable, on la met, on crée la variable, on lui donne un nom. Allons faire ça tout de suite. Voilà. Hop. Nouveau. J'ai appelé ça comment? Non, ça c'était pas celle-là. C'était info ticket. Donc info ticket.
va avoir besoin aussi de récupérer des infosystèmes. Donc là, on va utiliser l'action infosystème pour aussi donner un peu des infos sur le poste de l'utilisateur. Donc même chose, on va rajouter ça dans notre processus. Afficher le profil système. Voilà, donc là, on prend du format texte. Vous avez aussi une sortie en XML. Le texte, ça sera mieux pour le relire après. Après, bon, vous pouvez cocher 2-3 options, aucune importance. L'essentiel, c'est juste d'avoir quelques infos sur le poste. Cochez celles que vous voulez, mais au plus vous en mettez, au plus ça sera long. Donc, on va essayer de faire rapide. Je vais décocher software. Voilà. Donc, si ça, je le lance. Alors, comme tout à l'heure, vous voyez que les informations qu'on a rentrées dans le formulaire sont persistées par Automator. Donc, il faut faire attention à ce qu'on met dans les formulaires. Surtout quand vous partagez vos processus. Donc là, si je regarde le résultat de chacune, j'ai bien ici le JSON du formulaire, j'ai bien ça dans une variable, et à la fin, j'ai aussi des infos sur ma machine que je vais pouvoir ajouter à la description qu'a saisi l'utilisateur. Donc ça, je vais les mettre aussi dans une variable infosystème derrière. On va faire ça tout de suite. Var, hop, nouvelle. Hop, info. Donc. Et maintenant, on va pouvoir passer au sérieux et appeler l'API. Alors, comment on appelle l'API? On n'a pas besoin de faire beaucoup de choses. Mais par contre, il va falloir prendre les infosystèmes qu'on a récupérés de la commande et les fusionner dans ce qu'on a récupéré de l'utilisateur. Donc là, il va falloir un peu manipuler le JSON. Donc c'est là où c'est utile de savoir un petit peu faire de JavaScript ou d'autres choses. Vous pouvez faire ça en Python aussi si vous voulez. Mais en JavaScript, c'est quand même assez facile. C'est fait pour. Donc on va juste rajouter une action exécuter JavaScript. Et on va mettre quelques lignes de code pour parser tout ça et rajouter ce qu'il faut dans la description. Donc le code, il est fourni aussi en exemple dans le dossier de l'atelier. Rajoutons une action script, donc JavaScript, et je vais aller chercher le code. Donc c'est je ne l'ai pas noté. Je ne l'ai peut-être pas noté. Ok, c'est pas grave, je l'ai ici. On va tricher un peu. Non, ça c'est le premier. Donc. Voilà. Donc, le script. Donc le script, il faudra que je le remette dans le dossier. De toute façon, je vous donnerai tout. Donc le script, il ne fait pas grand-chose. Il va parser le JSON, il va rajouter les infos à la fin. Donc c'est assez facile. Je crois que je l'ai oublié dans le kit. Donc vous avez quelques lignes à recopier si vous voulez. Un peu de travail. Oui, si vous voulez, ça peut tenter. Qui le veut? Non, vous inquiétez pas, je donnerai tous les fichiers à la fin. Donc si je lance ça, je continue. Ouch. Mon JSON est moisi. Oui, mon JSON est un peu moisi. Parce que j'ai oublié. On va repartir d'une base saine. Je ne l'ai pas enregistré. Touc. On va supprimer ça. Touc. On va partir de celui-ci. Voilà. Je peux tricher. Donc là, hop.
donc à la fin, on a un JSON avec la concaténation de tout ce que l'utilisateur a saisi et des infosystèmes qui sont un peu gourmandes. Et comme c'est un texte assez long, pour l'encoder, c'est la seule chose un petit peu spéciale que je fais, c'est que j'utilise de l'encode URI. J'aurais pu faire du base64 ou autre chose, mais peu importe. C'est juste pour faire en sorte qu'on puisse mettre quelque chose un peu long. Donc là, on a un processus qui a préparé quelque chose, et on va pouvoir l'envoyer donc à notre serveur REST. Par contre, il va falloir qu'on rajoute aussi la clé d'API à la requête. Et on va utiliser la commande curl pour faire le call proprement dit. Et ça, c'est pourquoi curl? Parce que c'est exactement ce que fournit Swagger comme exemple quand on veut faire un appel d'API. Quand on regarde ici dans l'API, vous avez la ligne de commande curl qui est indiquée. Vous avez juste à copier-coller ça dans votre code. Et ça vous donne exactement ce qu'il faut mettre dans votre script pour appeler. Donc ça, c'est du shell. Donc on va juste peut-être dézoomer. Vous avez juste à utiliser cette commande telle qu'elle pour faire votre call. Donc on va... ça, c'est la suite. Donc on va essayer de faire une variable shell pour mettre la clé d'API, de la même façon que tout à l'heure. Alors on va faire une variable shell. Ici. Celle-là. API key. Voilà. Donc là, on a une variable shell. Et on va reprendre ces quelques lignes qui viennent donc de la doc Swagger pour aller appeler le serveur. Donc on va copier ça dans le processus. Non, c'est pas celui-là. Je vais aller le prendre directement ici. Voilà. Hop. Action. Shell. Alors je crois que sur l'action par contre, je ne l'ai pas encore fait. C'est celle-ci. Sur l'action, pareil, je prends de stdin. Ça, c'est bon, ça ne change pas. Donc, à partir du flux d'entrée, on récupère la clé d'API et la requête JSON. Et après, on va se rendre compte qu'il faut aussi rajouter le champ d'utilisateur. Donc, j'avoue que c'est un peu compliqué. Hop. Pour faire ça, je vais essayer d'aller un peu plus vite, sinon on ne va pas avoir le temps. Hop. On tourne. Si on veut faire le troisième, on n'aura pas le temps. Donc, on va avoir notre script à peu près complet. Hop, voilà. Ça, c'est la création de la requête, dans laquelle je vais juste rajouter aussi l'information utilisateur que je récupère de la variable ici. J'ai récupéré une variable spéciale qui s'appelle nom abrégé de l'utilisateur, c'est son login, le nom de sa maison. Et à partir de là, je peux le rajouter comme paramètre à la requête JSON. Donc l'idée, c'est qu'à la fin, on ait une requête complète pour l'API. On va envoyer tout ça, donc on va récupérer la variable API key et on va appeler notre script shell qui fait la commande curl ici. Hop. Hop, on va trop zoomer. Donc on va récupérer en paramètre le corps, la clé, et on envoie tout ça avec la commande curl ici. Normalement, si tout fonctionne, on a le formulaire, on envoie, ça déroule, ça a marché.
Et à la fin, on a une réponse où il nous dit quoi? Ça va pas marcher. Ok. On va continuer quand même. Donc, pour ajouter le sender, hein, vous prenez la variable spéciale et tout simplement. Donc, l'objectif, c'est qu'on arrive à avoir un identifiant de ticket. Donc, normalement, ça devrait marcher. Hop, on va en prendre un autre. C'était bien celui-là, pourtant. Non, on va pas prendre celui-là. Alors là, on a quoi? Le formulaire, la variable, le profil, le script pour le JSON, la clé d'API, et il manque le sender. Ouais, sur celui-là, il manque le sender. On va prendre celui-ci. Voilà. Donc là, on a le sender, les infos de ticket. On encode tout ça en rajoutant la description du système et on rajoute l'API de key. Donc, si on exécute le tout, on a le formulaire. Et à la fin, est-ce qu'on va avoir... Voilà, cette fois-ci, j'ai un identifiant de ticket. Si je relance à nouveau... Oui, moi aussi. Et donc là, on a un nouveau ticket. Donc, normalement, si on va regarder dans la doc de l'API et qu'on essaye de regarder la liste des tickets qu'on a sur notre serveur, on a effectivement 2 tickets qui ont été créés en exécutant le processus. Donc ça, c'est pour le début. Et pour sécuriser la clé d'API, on va faire la même chose. Alors, je ne vais peut-être pas le faire, sinon je vais vraiment être short en temps. Donc là, on va tout simplement créer une entrée dans le trousseau et utiliser une commande shell pour aller récupérer la valeur de la clé d'API et l'injecter à la place de la valeur qu'on avait mis en dur dans le processus. Dernière étape, rajouter un rappel. Donc là, c'est assez facile. On va à nouveau récupérer le numéro du ticket qui a été créé, le mettre dans une variable et créer un rappel à partir de ça. Donc, même chose, à partir de la réponse shell qu'on a ici, donc si on revient sur le processus, on a juste ce JSON avec le numéro de ticket qui s'affiche. Donc il va falloir récupérer ça. Et on va donc le parser. On va le parser avec JavaScript et récupérer la valeur. Et ensuite, on va le mettre dans une variable pour pouvoir l'utiliser dans une action. On va passer directement à l'étape. Fermer celui-là. Hop. On a le JSON parse pour récupérer la valeur. On récupère le champ ticket ID. On le met dans une variable. Et maintenant, on rajoute une action pour créer un rappel. Et dans le champ du titre, on va simplement glisser l'identifiant du ticket. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour créer un rappel. Donc si je lance à nouveau mon processus, on va changer de machine encore. Voilà, donc là maintenant j'ai à nouveau un ticket qui est créé, c'est le 3e. J'ai un titre de ticket qui me donne la référence. L'utilisateur va pouvoir retrouver la référence de son ticket et on va rajouter ça dans l'application rappel. Et c'est une action interactive pour que l'utilisateur ait la main sur ce qu'il veut faire. Et voilà. Donc on a un processus qui appelle une API externe, qui utilise des infos locales, qui utilise le trousseau pour sécuriser des données et qui va ensuite interagir avec une application native pour créer une entrée dans la liste de tâches. Voilà pour le 2e processus. Alors le 3e processus, on ne va pas faire ça sur le Mac, on va passer à autre chose. On va faire ça sur raccourci. Alors sur raccourci, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça?
On va fermer celui-ci. Oui. Non, c'est quoi ça? Non, c'est pas ça. Celle-ci. Voilà. Donc, ce raccourci, on peut aussi appeler des API. C'est même plus facile qu'avec Automator, beaucoup plus facile. Hop. Et ce qu'on veut, c'est juste récupérer la liste des tickets qui a été créée et afficher les infos directement dans un aperçu qui est fourni. Donc, on a notre serveur qui est déjà en place. Alors par contre, effectivement, il va falloir que je trouve mon adresse IP pour pouvoir taper dessus. Et on va faire l'appel à l'API. Alors, première étape, il faut construire l'adresse du serveur pour aller taper l'API. Donc pour ça, on va tout simplement... Alors, je ne vais peut-être pas faire la démo en live, sinon ça va être un peu lent de jongler avec les deux. Quand vous lancez raccourci, vous pouvez rajouter des actions exactement de la même façon qu'avec Automator. Vous avez une liste d'actions sur la gauche. Vous faites glisser les actions dans votre processus. Je vais arrêter de dire raccourci, c'est trop ambigu. Donc vous pouvez tout simplement créer une action texte et dedans vous y mettez un texte quelconque et vous pouvez réutiliser ça directement dans l'action suivante en l'insérant à l'intérieur ici parce que quand vous avez le clavier, il vous donne la liste des variables qui est définie dans votre processus. Et là où c'est un peu plus intelligent qu'Automator, c'est que vous n'êtes pas obligé à chaque fois de créer la variable et de la récupérer derrière. Il est assez smart et vous pouvez faire des variables magiques. Donc vous avez une petite baguette magique dans le clavier qui va vous permettre d'avoir un aperçu du raccourci. Et l'aperçu du raccourci vous permet de sélectionner la sortie d'une action et en faire une variable automatiquement. Donc il suffit de toucher le nom de la sortie, ça va créer une variable, vous pouvez la renommer, il y a un petit bouton pour lui changer le nom, ça vous permet de retrouver les petits quand vous avez plusieurs actions qui sont identiques. Et vous pouvez même définir quelle partie de la valeur vous voulez récupérer. Donc là c'est assez facile, donc là je renomme la variable. Et vous pouvez l'utiliser. Donc, pour le processus de l'API, je vais faire exactement la même chose. J'ai une action texte qui donne l'adresse IP du serveur sur lequel on va taper, ou le nom, peu importe. Je construis l'URL en mettant la variable à la place du nom du serveur. L'URL, c'est celle que vous fournit Swagger dans sa doc, ou celle de Jira si vous voulez utiliser Jira. Et à partir de là, on a l'URL de base pour taper le service. Donc maintenant, il faut construire la requête. Et on a vu qu'avec Automator, c'était un peu laborieux. Il faut faire pas mal de JavaScript. Avec raccourci, c'est beaucoup plus simple. On a directement une action, obtenir le contenu de l'URL, et on lui donne la méthode à utiliser, get, post, put, whatever. On lui donne les valeurs d'entrée. Donc la clé d'API, je n'ai pas besoin de faire des choses exotiques en passant curl. On passe directement la valeur de la clé d'API dans l'entête HTTP. Et cette simple action va récupérer l'URL et appeler le serveur avec ça. Ensuite, on va récupérer un objet JSON qu'on va transformer en dictionnaire. Alors, dictionnaire pour raccourci, c'est tout simplement une liste de clés-valeurs. C'est une plist, si vous connaissez les playlists. Et on a une action coup d'œil à la fin pour avoir le rendu de ce qu'il y a dedans. Quand on fait ça, donc là on a vu les variables magiques, on a vu les appels d'API et on a vu le dictionnaire. Si on regarde la réponse, on va avoir différentes informations à récupérer. On a l'identifiant du ticket, son titre, sa description, et on va vouloir construire un menu du ticket. Et on va aussi vouloir avoir la liste des descriptions, parce qu'il faut les afficher à partir de l'identifiant. Donc là, on va faire une boucle. Donc on va, à partir du dictionnaire de sortie qu'a fourni l'API, on va boucler sur toutes les clés-valeurs et on va récupérer les valeurs au fur et à mesure. Donc on crée la boucle, chose que ne sait pas faire Automator, et ensuite on va parcourir, récupérer donc la valeur
du ticket. On va mettre ça dans une variable identifiant. On va récupérer... alors, l'élément de répétition, c'est la valeur sur laquelle on est en train d'itérer. Donc on récupère l'élément courant, on récupère cette fois-ci le titre, on le met dans une variable titre, et on va faire la même chose pour la description, et ainsi de suite. Et on va aussi créer le libellé pour le menu, où là on va concaténer à la fois l'identifiant et le titre, pour qu'on ait les deux informations dans le libellé. Donc on construit la liste, on récupère la description. Alors, la dernière partie, ça va être pour créer les menus. Donc on va créer 2 dictionnaires. Et la façon dont il faut faire ça avec raccourci, c'est qu'il faut d'abord définir la valeur en utilisant définir la variable pour créer la variable dans raccourci, et ensuite rajouter l'action obtenir la variable pour être capable de l'utiliser dans une action. Et ensuite, il suffit de dire je définis la valeur de la clé identifiant et je lui associe la valeur description. En haut, on a la même chose, on crée une entrée ID-titre et on lui associe la valeur identifiant. Donc là, on va avoir 2 tables d'association entre d'un côté un libellé, un ID, et de l'autre un ID et la description. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour construire la partie interactive du raccourci, et on va l'utiliser. Donc pour ça, on a... voilà. On va simplement utiliser une action qui s'appelle choisir dans la liste, et on peut lui passer un dictionnaire, donc il va vous afficher ce que vous avez vu dans le premier écran, le libellé et les différentes valeurs du dictionnaire. Bon, là, en l'occurrence, juste l'identifiant. Donc ça vous permet de choisir dans la liste. Et on va récupérer ce que l'utilisateur a choisi. Ça sera l'identifiant du ticket. Et on va l'utiliser pour ensuite afficher la description qui correspond avec coup d'œil. Alors, l'idéal, ce serait que je joue avec. Où est-ce que j'ai mis mon iPad? Hop. Est-ce que je suis connecté au bon Wi-Fi? Non, je ne suis pas connecté au bon Wi-Fi. On va sortir de ça. Notre serveur, mon API. Ok, alors, est-ce que je peux me connecter? Oui. Hop. Raccourci. Celui-là. Toc. Alors c'est 1.30. 1.30. Toc. Alors est-ce que j'ai accès? 70, 66. Toc. C'est magique. Donc, ça c'est le processus complet. J'ai un commentaire pour expliquer comment on s'en sert, l'adresse IP de mon serveur, je construis l'URL ici, je crée l'appel, je récupère l'entrée. Alors c'est assez verbeux, c'est pour ça que faire ça sur un téléphone, c'est compliqué. Donc on a toute la construction que je vous ai montrée. Et on ne peut pas vraiment copier-coller. Et on ne peut pas non plus replier les actions. Enfin, il y a beaucoup d'améliorations à faire là-dessus, mais au moins, ça sait faire des choses qu'Automator ne sait pas faire. Donc là-dessus, on serait quand même assez gagnant de voir ça arriver sur Mac. Et donc à la fin, on a l'affichage du menu et l'affichage de la valeur. Donc si je lance cette petite chose, donc là, vous voyez, j'ai le menu avec les 3 tickets que j'ai créés en faisant tourner sur mon Mac. C'est pas mal. On sait que je veux quelque chose. Quand on sélectionne
une des entrées. Ça va m'afficher la description, donc avec un blabla et les informations de la machine à partir duquel le ticket est ouvert. Donc ça, éventuellement, ça vous permet de faire des outils à utiliser en mobilité pour aller taquer sur votre serveur ou ouvrir des tickets Jira à partir d'un appareil mobile. Voilà pour la partie raccourcie. Est-ce que vous avez des questions? Et oui, je mettrai tous les correctifs en ligne dès que possible. Peut-être aujourd'hui. Je pense que tout est bon. Je te rends la machine. Hop. On va tout fermer.